Je vous propose d'introduire notre sujet en faisant une petite slide de récap sur les grands piliers de la psychologie de l'apprentissage individuel. C'est ma façon de restituer ça, mais finalement, ça s'appuie sur des définitions qui sont largement partagées sur le fait que l'apprentissage, c'est un mécanisme d'acquisition de savoir-faire, donc à la fois de savoir et de connaissance, et que derrière ce mécanisme, en fait, ça implique une mise en relation qui se fait à l'échelle individuelle. Et là, j'utilise cette petite illustration de l'iceberg, puisqu'en fait, il y a une partie immergée qui est celle qu'on donne à voir de nous-mêmes aux autres, qui est le comportement, qui va en fait être notre réponse à un stimuli extérieur dans le comportement qu'on y associe, mais qui bien souvent va plutôt révéler tout un mécanisme intérieur, une boucle psychologique, un état d'esprit qui est le nôtre pour plein de raisons, plus ou moins conscientes, et qu'en fait, il y a une mise en relation directe entre cette intériorité souvent inconsciente et les comportements qu'on donne à voir à l'extérieur. Donc, ces mécanismes d'acquisition, ils reflètent cette mise en relation qu'on fait à notre échelle, et on va parler d'apprentissage à partir du moment où on a un changement qui est spécifique dans le sens où on peut le mesurer, ça concerne un sujet particulier, et persistant dans le sens où, à l'échelle du temps, on va pouvoir faire une différence entre avant ce qu'on a appris et après ce qu'on a appris. Donc, il y a bien quelque chose qui a changé et qui est visible et mesurable. On parle souvent aussi d'apprentissage quand on est dans une construction qui est souvent une formulation mentale. Donc là, ça nous ramène encore à cette mise en relation entre conscient et inconscient, entre comportement et boucle psychologique. Et donc, c'est une formulation mentale, mais il y aura également des acquis qui vont s'accumuler. On va même pouvoir réviser certains acquis et on va pouvoir avoir de nouvelles références qui vont venir nous construire. Voilà, donc l'apprentissage, c'est un peu tout ça. Et donc l'apprenant, donc celui qui va gagner cet apprentissage, va avoir différents domaines de prédilection, des registres dans lesquels il sera plus à l'aise. On peut être à l'aise dans plusieurs registres, parfois plus visuels. On apprend avec des images, avec voilà, une scénarisation visuelle. Ça peut être plutôt auditif. Là, vous entendez ma voix, je vous raconte une histoire. Certains, c'est plutôt ça qui va les interpeller. Ça peut être également kinesthésique. Donc là, on est dans un apprentissage par le faire, le fait de se mettre soi-même dans une situation d'expérience dans lesquelles on va, par exemple, faire un dessin ou faire un modelage, une construction, une œuvre artistique, plus ou moins. Voilà, donc en fait, il y a différents registres. Là, on est dans une dimension, on prend les choses d'un peu loin et on est obligé, pour faire vite, de schématiser. Mais bien sûr, il y a beaucoup de subtilité et de nuances derrière tout ça. Là, c'est juste pour se mettre d'accord un peu sur quelques définitions de base. Je reviens sur ce concept de conscient-inconscient, très important, avec cette image de l'iceberg, où en fait nos comportements, bien souvent, ils font suite à des doutes, des inquiétudes qu'on peut exprimer facilement vers l'extérieur, mais souvent ils sont liés à tout un raisonnement qui se passe bien souvent malgré nous, en dessous de la surface des choses. Et il y a cet automatisme chez l'être humain de considérer qu'il y a une dissonance et souvent de se dire, associé à cela, qu'il y a une insuffisance. On se dit souvent, si ça ne réussit pas, qu'est-ce qui cloche chez moi ? Et là, on revient sur aussi un travers qu'on a de prendre les choses à titre personnel. On a l'impression que tout ce qui se passe autour de nous a un lien avec nous. Alors souvent, ce n'est pas du tout le cas, c'est même tout le contraire. C'est rarement lié à nous, c'est bien souvent plutôt le reflet des personnes qui sont en face de nous. Mais bon, on se dit, qu'est-ce qui cloche chez moi ? Tel que je suis, je ne suis pas suffisant. Et donc, finalement, avec ce raisonnement inconscient, encore une fois, on alimente une boucle qui fait qu'on alimente des croyances et des peurs. Et c'est ces croyances et ces peurs qui vont venir renforcer la logique de nos doutes, de nos inquiétudes, qui eux-mêmes vont venir nous conforter dans un certain nombre de comportements qu'on a déjà.
Donc ça, cette slide, elle est très importante à avoir en tête. Encore une fois, certains connaissent déjà certainement ce mécanisme. Je voudrais également attirer votre attention sur le schéma de réactivité qu'on a dans l'apprentissage, mais dans tout type d'activité qu'on fait, et la notion de responsabilité. L'apprenant, en fait, on parlait d'un stimuli et d'une réponse qu'on y apporte dans un comportement. Bien souvent, le lien, il est direct, c'est une réaction qui est naturelle, qui est presque innée. Et donc, ce qu'on exprime va être ce reflet de notre façon d'apprendre, notre façon de fonctionner. Nous, ce qu'on va chercher aujourd'hui à faire, c'est de décrypter un peu comment on peut créer un espace qui nous permet un peu de prendre du recul entre ce stimuli et la réponse qu'on y apporte, et de prendre un rôle actif, un rôle où on exerce pleinement notre responsabilité individuelle et on prend la liberté d'agir pour répondre, pas forcément de façon automatisée, systématique, comme les antibiotiques. Voilà, on va se dire, il y a peut-être des façons de faire plus positives, plus constructives. Et c'est un peu le rôle de l'enseignant qui va être celui qui dispense l'apprentissage à l'apprenant. Ça va être d'éveiller cette conscience, de permettre la compréhension, qui va être évidemment très variable selon les différentes personnes. Et c'est là qu'on va rentrer ensuite dans nos explications des différents modèles de personnalité, des profils de personnalité. Et donc, le rôle de l'enseignant, eh bien, il va être de valoriser le profil de l'apprenant, de lui faire comprendre avec les filtres qui sont les plus adaptés à son mode de fonctionnement pour que cette conscience puisse s'exercer pleinement et donc cette liberté d'action et je dirais correction, mais il n'y a aucun rôle, enfin aucune dimension moralisatrice quand je dis ça, mais disons on va parler d'ajustement alors dans le type de réponse qu'on apporte à une situation donnée. Je continue en supposant qu'il n'y a pas trop de questions, mais si vraiment à ce stade vous avez des grosses interrogations, vous n'hésitez pas à lever la main. Je vais maintenant vous reparler vite fait des injonctions de l'éducation. En fait, on est tous le produit d'un certain nombre d'injonctions qu'on a reçues tout jeune, qui sont aussi souvent le produit de générations plus que d'autres. Moi, je suis de la génération des baby-boomers. Le mois prochain, j'ai 50 ans et j'ai été bercée aux injonctions de dépêche-toi, fais des efforts, sois parfait, fais plaisir, sois fort, hein, on ne pleure pas, on est fort, et sois sage. Ce sont 6 drivers et on va voir qu'avec nos modèles de personnalité, on a également 6 couleurs. C'est des drivers qui vont nous pousser dans des couleurs, donc on les voit déjà se profiler, mais pour autant, ce ne sont pas du tout l'apanage d'une couleur en particulier. C'est des injonctions qu'on a un peu imposées à tous les profils, quels qu'ils soient. Et c'est important de les garder en tête parce qu'ils souvent, ils brouillent les pistes dans ce qu'on va être capable d'analyser, de comprendre et de percevoir. Je continue avec, finalement, cette slide, elle est fondamentale. Et dans les slides qui suivent, j'y reviendrai souvent. Donc, essayez de la garder en mémoire si vous pouvez. Ce sont les piliers de la construction de la personne. Il y a beaucoup de dimensions qui viennent se superposer, se juxtaposer. Les 4 piliers du haut, l'environnement, les valeurs, les croyances, les relations, les expériences, c'est ce qui relève un peu de notre profil très personnel et qu'on pourrait rapprocher de l'analyse transactionnelle, de la PNL. Et ce sont des dimensions qui vont être très variables d'une personne à une autre. L'environnement, bien sûr, où on est, la culture à laquelle on appartient, l'éducation qu'on a reçue de nos parents, la dimension valeurs et croyances fondamentales, bien sûr, les représentations qu'on se fait de nous-mêmes, des autres, du monde, le développement que l'on suit dans ce monde, et puis aussi, bien sûr, la dimension spirituelle qui est très forte dans cette dimension-là. Les relations qu'on a avec notre famille, nos proches, nos amis, les réseaux qu'on entretient, quand on est jeune, le milieu scolaire et plus tard le milieu professionnel. Voilà. Et tout ça, ça nous permet aussi de construire nos expériences. On se forge un parcours. Au cours de ce parcours, on a des apprentissages, on apprend des choses qu'on retient plus ou moins, et avec une progression, voilà,
on peut regarder dans le rétroviseur et selon l'état d'esprit dans lequel on sera, on n'aura plus du tout la même lecture de ce parcours, de ce qu'on a appris ou pas. Voilà, donc tout ça, c'est des choses personnelles et aujourd'hui, c'est pas du tout l'objet de notre atelier puisque on fait pas de psy, on n'est pas en psychanalyse, voilà. Mais c'est important de faire la distinction entre ces éléments-là et l'élément sur lequel moi je vais venir, qui est la personnalité. Et la personnalité, c'est une dimension qui peut être mesurée de façon objective et qui peut être observée et qu'on va voir d'un endroit du monde à un autre, il y a quand même des choses qu'on peut observer et qui sont similaires, quel que soit justement l'environnement, les valeurs, les croyances, les relations, les expériences. Et liées à cette personnalité, ces dimensions donc qui sont psychométriques. Donc psychométrie, c'est les mathématiques appliquées à la psychologie, c'est-à-dire on étudie des comportements psychologiques, mais on le regarde avec une vision statistique et objective, c'est-à-dire chiffrée, où on fait des corrélations avec des liens directs et avec un pourcentage qui permettent de dire qu'au-dessus de 70%, on est dans des corrélations qui sont fiables, parce que mesurables, parce que durables dans le temps. Voilà, donc moi, je vais vous parler beaucoup maintenant de personnalité, maintenant que j'ai fait cette introduction. Pardon, je lance le sondage. Alors non, je ne le vois pas clairement. Écoutez, c'est pas grave, on va le faire à la main levée. Je vais vous montrer une carte du monde et vous allez lever la main dès que vous seriez capable de mettre le doigt sur où est la France. Et là, je nous remets en mode affichage pour tout le monde, comme ça on se voit tous. J'espère que j'ai bien fait le mode d'affichage. Donc, je vous parle de France et vous levez ou vous faites un petit émoticône quel qu'il soit dès que vous êtes capable de pointer la France. Voilà, donc on voit que normalement, la France, on doit le pointer en moins d'une seconde. Hein, on connaît par cœur la map monde. La France, elle est au milieu, en haut. Normal, c'est une carte de nous, Français, Européens. Donc, on se met au milieu et le reste du monde gravite autour de nous. Là, c'est une carte vue par les Australiens. Et donc, évidemment, la France, elle est tout en bas à droite, perdue au milieu de cette Europe qui paraît toute petite. Et on se rend compte qu'on a une vision du monde bien différente. Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle donc les filtres de perception et on voit bien à quel point la dimension de l'environnement, de l'éducation, de la culture, c'est fondamental. C'est un premier prisme qui conditionne tout le reste. Donc maintenant, je voudrais vous parler et je resynchronise, si vous voulez bien, avec un affichage où vous voyez la slide en plein écran. Je voudrais vous parler d'une autre dimension qui joue énormément sur toutes les autres qu'on a vues au-dessus, c'est les positions de vie et la qualité des relations. Là, c'est un axe qui va nous présenter à l'horizontale la représentation qu'on a des autres, sur la gauche plutôt négative et sur la droite plutôt positive, et celle qu'on a de nous en verticale. Donc vers le bas, on a une mauvaise image de nous-mêmes et vers le haut, une image très positive de nous. Donc évidemment, selon où on se positionne, nos positions de vie qui peuvent être variables tout au long de la journée, on peut naviguer dans ces différents carrés, mais également tout au long de notre vie et bien sûr après ça va dépendre, on revient sur ces environnements, ces expériences, ce parcours, ces relations, mais globalement on a quatre schémas. Donc des positions dans lesquelles on est défaitiste, hein, c'est la fatalité totale, c'est dépression assurée. Nous, on n'a pas une bonne image de nous, mais on n'a pas non plus une bonne image des autres. Hein, c'est l'horreur. Alors bon, c'est normalement des situations qu'on espère, on retrouve peu. Bien souvent, les sujets, c'est souvent un décalage, un dysfonctionnement. Il y a un qui se sent supérieur à l'autre, hein, donc soit nous-mêmes qui nous sentons en situation d'infériorité, de culpabilité, on va plutôt admirer les autres, on va se sentir frustré. Là, c'est la posture où on se sent mal nous et on valorise autrui, mais également l'inverse où on pense être supérieur, on a une forme d'arrogance, d'agressivité, un genre de mépris pour l'autre. Et donc là, c'est la posture
plus moins. On va chercher, et nous, c'est aussi le postulat de ce modèle de la ComColors que je vais vous présenter, on va chercher une posture plus dans laquelle la relation est gagnant-gagnant. On va chercher cette approche de coopération, d'ouverture, et qui suppose l'écoute et le respect, c'est-à-dire qu'on a une bonne image de nous-mêmes, mais également de l'autre. Donc ça, c'est fondamental, et vous verrez que dans les profils de personnalité, ça a un rôle clé par rapport aux différents profils qu'on peut étudier. Un autre schéma qui me semble très important, c'est de revenir à la pyramide de Maslow qui remonte les grands besoins qui sont fondamentaux pour la construction de la personne et pour son accomplissement. On a vers le bas de la pyramide ce qui relève de la physiologie, hein, avoir un toit sur la tête, la possibilité de se reposer, de dormir, de se nourrir, se sustenter, d'être en sécurité. Et puis ensuite, un peu plus haut dans la pyramide, ce qui relève de notre appartenance à un corps social, à des communautés, voilà, et qui nous amène vers des postures où on a une reconnaissance de notre entourage, de nos pairs, et jusqu'au sommet de la pyramide où on est dans l'accomplissement de soi. Donc, bien évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau sur cette pyramide. Et les sujets qui vont nous intéresser, la façon dont on peut apprendre les choses, dont on peut accueillir le monde et se comporter face à ce monde, évidemment, ça va être très variable selon les niveaux sur cette pyramide. Et en face de cette pyramide, j'aime bien mettre ce schéma de nouveau de l'iceberg parce que, eh bien, il nous rappelle que ce qu'on donne à voir, le verbal notamment, ce qu'on dit, ce que moi, là, vous m'entendez dire, c'est 7% de ce que vous allez finalement retenir parce que vous retiendrez en grande partie aussi le vocal dans mes intonations. Est-ce que j'ai l'air convaincu? Est-ce que que je vous raconte, je le transmets avec conviction, avec passion? Et puis le visuel, alors là, c'est sûr qu'en digital, ça s'y prête un peu moins, mais c'est aussi ce qu'on appelle le paraverbal. Toute la gestuelle, si dans une salle de réunion, je vous accueille et que je regarde mes chaussures, j'ai le visage fermé, je ne fais aucun geste d'accueil et que je vous dis « je suis ravie de vous voir », bien évidemment, vous n'allez pas vraiment retenir ça comme message et vous allez plutôt penser que je ne suis pas très heureuse d'être là. Voilà, donc ça, ce sont des logiques. Encore une fois, ça paraît bête ou ça peut éveiller certaines choses, mais en tout cas, c'est fondamental par rapport à la suite de ce qu'on va voir. Là, maintenant, on va creuser un petit peu plus sur les neurosciences et le fonctionnement du cerveau. On a 3 grandes zones dans le cerveau, et ça, c'est le cerveau humain, donc ça se retrouve partout dans le monde, vraiment partout. Et donc, on a ce reptilien qui est le cerveau primitif, premier, qui va être lié à notre instinct de survie, lié directement à nos peurs primitives, celle notamment de la sécurité, celle qui est liée avec les besoins fondamentaux du bas de la pyramide de Maslow, et donc qui nous permettent de fonctionner avec nos grandes fonctions, et notamment avec ce côté assez primaire, soit on fuit, soit on cherche ce plaisir, mais voilà, c'est assez basique. Derrière, on a le cerveau limbique, hein, qui est plus en lien avec la façon dont on s'inscrit dans un cadre. Limbique à gauche, dans un cadre qui est un cadre social, qui va être celui de notre culture, de notre société, qui va nous donner un peu ces comportements de mimétisme qu'on va avoir, qui va être en lien avec notre mémoire, les émotions. On nous apprendra que on est de la joie dans tel type de situation et de la peur dans tel autre. Tout ça, c'est le limbique droit, le limbique gauche, pardon. Et à droite, tout ce qui est plutôt en lien avec les autres, les émotions, dans l'empathie, dans les rapports sociaux avec nos congénères. Et la dernière partie du cerveau, le néocortex, qui est lié aux intelligences typiquement humaines. Donc là, c'est vraiment, on retrouve ce génie humain. Donc c'est une zone dans laquelle on va être plus dans la mise en relation entre des concepts, entre des notions plus intellectuelles. Et là, on retrouve évidemment le siège de la créativité, de la solidarité, de comportements qui sont tournés vers la résolution de problèmes, la recherche de solutions, etc., etc. Alors, bien évidemment, c'est schématique et tout le monde fait appel
à toutes les zones de son cerveau, mais selon les profils, avec une aisance ou un confort plus ou moins selon les personnes. Et là, je rentre dans notre modèle de la ComColors, enfin d'abord des couleurs pour commencer, et ensuite un peu plus précisément de la ComColors. Là, je vous présente donc les 6 types de profils qui vont correspondre aux 6 zones du cerveau qu'on vient de décrire. Le reptilien en bas, qu'on va qualifier avec du rouge, le limbique à gauche, pardon, avec du violet, à droite avec du orange, et là-haut, nos 3 couleurs du néocortex, le bleu, le vert et le jaune. Alors là, si vous voulez bien, je vais vous proposer de faire un petit sondage. Rapidement, je le lance et vous répondez donc à la question, est-ce que vous avez déjà passé un test de personnalité ? Alors, je vois qu'on a un public où une bonne partie, près de la moitié, a déjà passé des tests de personnalité. Voilà. Et on a quand même un tout petit tiers, peut-être un quart, qui ne l'a jamais fait. Très bien. Alors, je vais arrêter le sondage. Et donc, je vais maintenant passer à la slide suivante où je vais rentrer un peu plus dans le détail de ces différents tests de personnalité. En fait, on a des modèles qui existent depuis le début des années 20 avec Carl Jung. Et il y a eu une évolution jusqu'à nos jours où il y a eu plein de nouveaux modèles régulièrement qui sont arrivés et qui ont été diffusés à travers le monde. On a notamment la MBTI dans les années 40. On a également les positions de vie dont je vous parlais en introduction qui datent des années 50, 60. On a le modèle de Hollande à la fin des années 50, début des années 60. Voilà, on a là, donc je vous en ai montré un certain nombre sur cette slide et je vous le présente ainsi. Alors, elle peut paraître indigète, cette slide, mais pour ceux qui voudraient creuser, elle est quand même très intéressante. Elle reprend un peu les grands modèles. Et la ComColors que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a valeur de métamodèle parce qu'en fait, le fondateur, qui est Franck Julien, il s'était certifié à la plupart de ses modèles parce qu'il était passionné par ses recherches en neurosciences et par les comportements qu'on observe dans la société. Et donc, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs, qu'il y avait quelques points de divergence et il a cherché à comprendre. Et donc, il a travaillé avec des cliniciens, des chercheurs, des universitaires, des statisticiens et il a essayer d'étudier quelles étaient les composantes qui étaient invariables et qui surtout se mesuraient dans les faits de façon statistique assez large pour être vraiment considérées comme fiables. Donc, il en a conclu qu'un certain nombre de ces composantes étaient vraiment avérées, dans le sens fiable, mesurable, de façon spécifique et statistique. Et donc, notamment, les logiques de dynamique interne, on les retrouve, elles sont liées, on en parle dans le modèle MBTI. Les logiques sous stress, qu'on retrouve avec ces positions de vie, quand il y a des décalages de perception de soi et des autres. Les 6 types, en fait, les 6 types dont on parle là, ça me remonte déjà à la fin des années 50. Les couleurs qui vont s'inspirer du modèle DISC, mais au départ, le modèle DISC, il n'y a que 4 couleurs. Et donc, ça part de ce principe, mais derrière, il y a plutôt les 6 couleurs qu'on retrouve dans la ProcessCom. La ProcessCom, il y a beaucoup de choses de la ProcessCom qu'on retrouve en ComColors, mais il y a aussi beaucoup de choses en ProcessCom qui n'ont pas été validées en psychométrie et donc qui n'ont pas été retenues dans ce principe. Si ça intéresse certains, je pourrais vous en dire davantage. Voilà, donc tous les modèles où j'ai mis des petits pointillés, c'est ceux où les composantes ont bien été vérifiées, validées, et que du coup, elles ont été intégrées dans ce modèle. Voilà, donc ce dont on va parler aujourd'hui, eh bien, ça va reprendre des éléments que vous aurez pu découvrir dans la TMS, dans le DISC, dans la MBTI, etc.
Maintenant, pour venir sur le sujet de la ComColors en particulier, c'est un principe de cercle dans lequel le cercle extérieur serait notre couleur un peu comme un kaléidoscope, on va le prendre comme une longue vue, et ça va nous donner une perception du monde et notre mode de communication naturel quand on vient au monde. Et donc là, on est dans le registre de l'inné, on vient au monde avec ça. Ça a été vérifié, ça a été prouvé dans les chiffres. Et donc, en fait, ce cercle extérieur, donc là, il est resté en blanc. Mais si vous faites votre profil de personnalité, si vous avez eu l'occasion de faire votre profil de personnalité avec la ComColors, vous avez un cercle extérieur qui vous donne votre couleur avec laquelle vous êtes venu au monde. Et il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il y en a une seule. Après, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un peu de toutes les autres couleurs, mais il y en a une avec laquelle vous venez au monde et qui fait que vous voyez avec un filtre particulier qui n'est pas celui des 5 autres. Voilà. Et ça, c'est lié aussi à la motivation permanente qu'on a dans ce monde. Donc, plus tard, bien sûr, je vais vous décrire les différents profils, mais ça vous donne déjà voilà, une idée du principe fondamental qui est au cœur de la ComColors. On a également une couleur secondaire qui peut être la même que la couleur dominante, mais qui peut être différente et surtout qui peut varier au cours de notre vie. La couleur secondaire, c'est celle qu'on va voir s'inscrire au milieu du cercle. Et c'est celle qui sera le filtre de notre étape de vie actuelle et qui va être le levier de notre motivation actuelle. Et donc, en fait, cette étape de vie, c'est pas nous qui la choisissons. On ne dit pas consciemment, j'ai décidé de changer d'étape de vie. On ne dit pas ça. En fait, on le subit un peu. Alors, si on en est conscient, on ne le subit plus parce qu'on peut choisir justement d'exercer notre liberté et de faire autrement que ce qui nous conditionne. Mais en fait, il y a quand même une phase de vie dans laquelle on est qui va être dépendant d'une couleur qui va nous imposer son prisme. Les phases de vie, souvent, la naissance jusqu'à l'adolescence, ça bouge pas trop, sauf des profils au potentiel ou très particulier ou avec des schémas de vie très difficiles. Mais en général, jusqu'à l'adolescence, ça bouge pas. À l'adolescence, on le sait, hein, au niveau neuronal, il se passe des choses. Voilà, ça bouge énormément. Et là, il y a en général un changement de couleur qui s'opère à l'adolescence. C'est pour ça que faire de la ComColors avant les années collège, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, c'est pas inutile, mais voilà, si on veut travailler sur la dimension personnelle et consciente, c'est bien de le faire après l'adolescence. Une autre phase de vie en général, c'est l'entrée dans l'âge adulte et l'entrée dans la vie professionnelle. Donc souvent, hein, c'est les phases de vie, c'est les choses, c'est les grands jalons que tout le monde va poursuivre. Une autre phase qu'on note, c'est souvent quarantaine, cinquantaine, c'est au milieu du gué. Souvent en lien avec, pour la plupart, il y a une notion de parentalité. C'est quand on commence à prendre vraiment conscience du rôle de parent qu'on a, de modèle qu'on a. Et ça peut être souvent quand on parle de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Voilà, c'est un changement dans lequel on quitte ces jeunes années où on s'est un peu parfois laissé porter et on rentre dans ces années plus conscientes du fait qu'on aborde la deuxième partie de la route. Et voilà. Et puis une dernière phase de vie qu'on retrouve souvent, c'est celle de l'entrée dans la retraite où on quitte la vie active pour rentrer dans la fin de vie. Elle peut être très longue et c'est ce qui fait que ça soulève beaucoup de questions. Voilà. Mais donc ça, c'est des étapes de vie dans lesquelles on va pouvoir trouver des changements de couleur à l'intérieur, des changements de motivation. Et là, on commence à toucher du doigt une notion fondamentale, c'est qu'on peut venir au monde avec une perception, mais on peut être régi par des éléments qui sont liés à notre motivation. Et là, c'est vraiment une notion fondamentale du principe. Voilà. Et la troisième dimension qu'on ne va pas pouvoir aborder aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop complexe en 2 heures de tout faire avec la granularité qui s'impose, c'est que quand on a des comportements sous stress, c'est-à-dire qu'effectivement on va se retrouver avec des vrais décalages entre nous et les autres, et dans les situations où on va commencer à montrer du stress et des conflits, eh bien en fait, ça va être le produit, le comportement qu'on va montrer va être le produit à la fois de notre couleur dominante et de la couleur secondaire, avec une logique qui est très particulière et qui a vraiment été étudiée et validée. Et donc, si certains, ça les intéresse, on pourra s'en reparler.
Aujourd'hui, on va pas rentrer là-dedans, mais sachez que voilà, nos comportements sous stress, c'est selon le type de stress auquel on est confronté, que ce soit un petit stress de la vie quotidienne sur des choses triviales ou le stress de la vie professionnelle dans la posture, dans notre évolution, ou si on est dans le milieu de l'éducation entre un prof et son élève. Voilà, ces choses ces comportements sous stress, c'est le reflet des deux couleurs qui se juxtaposent et qui parfois peuvent avoir des effets un peu contradictoires. Là maintenant, on rentre de plein pied dans le modèle de la Comcolors. Alors, je vous ai mis les petits avatars qui sont les petits personnages que Franck Julien a choisi il y a quelques années pour illustrer ces personnages. Personnellement, c'est le seul endroit où je vais vous les montrer. C'est juste parce que si vous allez surfer sur son site, je veux que vous puissiez raccrocher les wagons et bien comprendre quels avatars correspondaient à quelle couleur. Personnellement, je ne vais pas les reprendre dans la suite parce que j'aime pas ce biais de genre. Je ne voudrais pas que vous pensiez que le vert est un homme, que le orange est une femme, que le bleu est un homme. Voilà, c'est des choses où, en plus, je tiens un peu à la parité. En l'occurrence, c'est pas le cas dans la façon dont il a représenté. Donc, je ne dénigre pas du tout le travail qu'il a fait, puisque au contraire, je trouve que c'est brillant et c'est toujours ramené à des faits objectifs et observables. Donc, c'est extraordinaire et très puissant. Voilà. En revanche, moi, je vais m'affranchir de ces petits bonhommes pour la suite. Et donc, tout ce que je vous présente, c'est mon propre design. Voilà, donc là, ça permet quand même sur une même diapositive de vous montrer les 6 grands types et où on retrouve ce rouge de l'action où en fait, le driver principal de ce profil-là, c'est d'agir. C'est ce reptilien, c'est cet instinct de survie sans se poser de questions, on agit. Le vert en face, qui est plus au contraire, dans une réflexion, un besoin de garder de la distance. Voilà, donc je vais vous présenter l'ensemble de ces profils les uns après les autres pour que vous ayez bien le temps de rentrer dans le détail. Mais là, ça permet quand même déjà de se rendre compte avec des verbes d'action qu'on est dans des filtres qui pour certains ont l'air proches, mais en fait c'est assez différent. Par exemple, entre agir du rouge et réagir du jaune, d'ailleurs, dans certains modèles comme le disque, en fait, on ne trouve que 4 couleurs et donc on ne fait pas vraiment de distinction entre ce orange et puis les rouges et les jaunes. Or, derrière ces couleurs, il y a des vraies distinctions en termes de comportement. Donc, ce jaune qui va être dans la réaction singulière spontanée, alors que le rouge va être dans une action volontaire engagée, avec une synchronisation à son environnement, chose qui n'est pas le cas avec le jaune, pardon, qui lui va plutôt toujours être dans un contre-pied, qui pour lui va être ludique, une différenciation, mais vous voyez, donc là on voit déjà des premiers éléments très distinctifs. Ce qui est intéressant de voir avec cette slide, c'est de voir qu'il y a des logiques d'opposition. C'est que vous avez effectivement entre le rouge qui agit d'emblée, sans se poser de questions, le vert qui va avoir besoin de temps pour imaginer, architecturer tout dans sa bulle à lui, eh bien, entre ces deux profils, on a vraiment une antinomie, on a l'impression. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment des façons de fonctionner très opposées. Des façons de fonctionner également opposées entre le jaune qui va interagir, qui va réagir spontanément, même si en fait ce qu'il dit, il n'y croit pas, c'est juste le jeu. Mais il va réagir alors que le violet, il va juger, c'est-à-dire pas dans un sens péjoratif du terme jugement, hein, c'est plutôt le judgment, le mot anglais qui est derrière, c'est cette perception que c'est en adhésion avec son système de valeurs ou pas. On a intrinsèquement un système de valeurs qui préempte tout et qui fait qu'on va juger, on est d'accord ou pas d'accord. Et donc ça, c'est des choses où finalement le jaune et le violet vont beaucoup s'opposer et parfois vont alimenter comme une pièce qu'on remet dans un jukebox, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout sur les mêmes drivers. Et c'est souvent ça qui est source de friction, de conflits et de mauvaise compréhension. Et en termes d'apprentissage, de mauvais apprentissage, enfin, d'apprentissage compliqué. Voilà, et puis on a l'autre opposition entre l'analytique, le bleu, très logique, très structuré. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours organisé. Hein. On peut être déstructuré, enfin, avoir l'air, je passais, pardonnez-moi le mot, mais bordélique. Mais en fait, c'est une structure, c'est une façon de penser. C'est une pensée avant d'être un ressenti. À l'opposé du spectre, on a le ressenti du orange qui est dans des liens d'empathie et qui, lui, va être tourné vers les personnes et son filtre de perception du monde, c'est d'abord le lien aux autres.
Ce sera son driver principal quand l'autre, ce sera une pensée objective. Enfin, qu'il juge objective dans le sens où ça fait appel à un raisonnement. Voilà, donc vous voyez déjà les 6 grands profils, vous voyez les oppositions. J'en profite pour glisser quelques mots parce que j'ai vu qu'il y avait quand même la moitié qui connaît déjà un peu. Donc je vais rentrer dans plus de petites infos comme ça. Dans les logiques de couple, on trouvera très souvent statistiquement des gens qui sont opposés. Un rouge fera un très beau couple avec un vert, un violet avec un jaune, un bleu avec un orange. On le retrouve très fréquemment. Et quand j'en parlais avec Franck Juin pour lui dire mes scrupules sur ces biens de genre, il avait aussi choisi ça parce que statistiquement, on a beaucoup plus d'hommes qui sont, on a un pourcentage plus important qui sont dans des registres d'analytique et beaucoup plus de femmes dans le ressenti. Voilà, c'est pour ça qu'il avait représenté les choses comme ça. Voilà, donc là, c'est des grands principes, mais on va commencer à rentrer dans le détail de chacun des profils. On va commencer par le bleu. Et là, pour vous en parler, parce que ce sont des slides qui peuvent, si on doit les lire, être un peu indigestes, je voudrais d'abord vous rassurer sur le fait que quand on va passer ensuite en atelier, vous aurez les 6 profils, vous les aurez avec vous à la table et vous pourrez y revenir. Donc, je vous le raconte, vous m'écoutez, mais ne vous inquiétez pas, tous ces éléments, vous allez de nouveau les avoir à votre disposition, vous allez pouvoir les manipuler à votre guise quand il faudra vous questionner sur le registre qui est le vôtre. Donc, le type bleu, on est dans ce néocortex. Son filtre de perception quand il vient au monde, c'est une façon de penser qui est logique. Il va s'attacher aux faits. Il va être orienté vers les tâches, vers les choses. Et du coup, l'environnement qui va être favorable pour lui, ce sera plutôt d'être seul ou en petit comité pour pouvoir justement décrypter, analyser, comprendre, détailler. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de structure, d'organisation, d'information. C'est comme si on cherchait à remplir une commode, on va vouloir mettre le maximum de data dans les tiroirs, pas forcément en sachant ce qu'on va en faire derrière, mais par contre, il faut que ce soit rempli parce qu'on pourrait en avoir besoin derrière et qu'on voudrait bien que quand on ouvre la commode, le tiroir soit pas vide. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de toujours plus d'infos, toujours plus de détails. On le retrouve dans son verbal, il va toujours poser des questions, il va toujours chercher à creuser avant tout. Dans le paraverbal, c'est quelqu'un qui va être plutôt neutre, plutôt monocorde, et dans sa gestuelle, il va être attentif, il aura peu de gestes. Il sera dans l'économie parce qu'il est focalisé sur ce besoin de fait et de structure. Et dans ses qualités, on va lui reconnaître une forme de compétence, de structure, de logique. Mais évidemment, tout le monde n'a pas la même logique. Donc, 2 bleus peuvent être tous les 2 très logiques, mais avoir des logiques différentes. Donc, il faut surtout être fin sur les mots et bien comprendre que quand on dit que le bleu est logique, ça ne veut pas dire qu'il est plus logique que nous, qui avons peut-être une conscience et une méthodologie plus affinée pour certains. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'on parle de structuration de pensée dans le sens que c'est la pensée qui préside et non pas le sentiment. Et là, on retrouve des mots comme la MBTI avec le feeling du sentiment. Voilà, donc là, je ne rentre pas dans ces comportements conflictuels, mais c'est effectivement une frustration, une colère qui n'est pas tournée vers les autres, qui est tournée vers lui-même. Parce qu'en fait, les conditions qui se met pour rester en position positive, c'est d'être perfectionniste. Alors, il n'y a jamais rien de mieux qu'une anecdote pour incarner quelque chose. Et je propose qu'à chaque profil que je vous présente, je vous donne une petite anecdote. Et pour rester dans le domaine de l'apprentissage, je vais vous parler des différentes personnes que j'ai reçues en formation ou en coaching et que je peux décrypter. Et comme en l'occurrence, certains, je leur fais passer les tests, j'ai la confirmation par les couleurs qui remontent avec le test. Le type bleu, j'en avais encore une la semaine dernière. Elle est arrivée en formation et sur un groupe de 10 personnes, eh bien, c'est la seule, elle avait un bloc-notes. Et elle a tout de suite voulu savoir le sommaire de la journée, quand on ferait les pauses, à quelle heure on mange, comment ça se passe. Ben, il fallait de l'info. Et pourtant, c'est pas une personne qui est matérialiste ou qui s'attachait à ce genre de choses. C'est juste que c'est un besoin naturel d'avoir la structure, d'avoir les infos pour pouvoir être sûr qu'on est efficace, compétent, orienté vers les tâches qu'il va y avoir à faire. Voilà, c'est une façon d'aborder la réalité. Et donc, cette personne, elle a pris des notes tout du long, elle s'y est référée et voilà. Et ma petite satisfaction de formatrice, c'est qu'à la fin, elle était tellement bousculée par tout ce qu'elle avait appris sur elle-même notamment,
qu'elle en a oublié ses notes dans la salle de formation que j'ai dû lui faire suivre après par colis. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est ce bleu c'est l'analyse d'abord des faits, le besoin de structuration. J'enchaîne avec celui qui est à l'opposé du spectre par rapport au bleu, c'est le orange. Donc le orange, c'est tout autre chose, c'est un ressenti. C'est que les personnes que je reçois en formation qui sont de type orange, au contraire, s'ils arrivent au moment de la pause café, ils vont pas s'asseoir et s'assurer que ils ont bien leur bloc-notes. C'est tout le contraire, c'est prendre la température des gens qu'il va y avoir dans cette formation. Et d'emblée, ils vont avoir une perception que ça va bien se passer ou pas bien se passer. Et ce qui retourneront d'une expérience ou ce qui leur permettra d'apprendre les choses, c'est de sentir qu'ils sont en lien avec les autres, qu'ils sont appréciés, qu'ils ont été appréciés en tant que personne, qu'il y a eu du ressenti, des émotions, des sensations. Donc là, l'environnement favorable de ce type de profil, c'est plutôt du lien avec des personnes et il faut une appartenance à un groupe. Les échanges, c'est fondamental qu'il y ait de la chaleur humaine. On le retrouve dans le verbal, c'est des gens qui vont beaucoup parler de qu'ils apprécient, qu'ils sont touchés, qu'ils sont heureux, qu'ils sont qu'ils sont très en lien avec les autres. On le retrouve dans la voix, ce sont des tours souvent doux, chaleureux, gentils, apaisants, qui cherchent le lien à l'autre. Et dans la gestuelle également, souvent des gens qui sont avenants, avec du sourire, qui cherchent le regard de l'autre. Et c'est également des qualités qu'on leur reconnaît, ce côté dévoué. Et là, par le mot dévoué, on rentre déjà dans ces conditions qui se mettent de façon inconsciente pour que tout fonctionne bien, c'est que les autres soient contents et qu'ils répondent aux désirs des autres. Et donc, quelque part, aux désirs des autres avant les leurs. Et donc, un autre exemple d'une personne que j'ai eue il y a quelques mois en formation, qui en fait n'avait pas du tout le même niveau de connaissance de ce que c'est que la connaissance de soi, ce que c'est que le développement personnel par rapport aux autres membres du groupe qui clairement avaient plus d'expérience et d'acquis sur ce sujet-là, et donc qui était la seule qui n'avait encore jamais abordé ce type de sujet, et donc qui a eu besoin de plus de temps pour s'approprier la matière, et qui a senti ce décalage et s'est senti pas apprécié parce que les autres étaient un peu agacés de devoir répéter des choses qui semblaient des évidences. Et donc, tout de suite, qui s'est mis dans le j'essaye de faire plaisir pour montrer mon intérêt, je veux faire plaisir aux autres, et qui, tout le reste de la journée, n'a pas arrêté, en fait, de, entre guillemets, parasiter le truc, mais par volonté de bien faire, d'être apprécié, d'être reconnu et de montrer son côté aimable. Et donc, c'était vraiment caractéristique du profil orange et du type de mauvaise interprétation qu'on peut avoir rapidement. Et donc ce sont des gens qui effectivement sont aussi peuvent être tactiles, mais pas que. C'est pas forcément parce qu'on est tactile qu'on est orange. C'est pas un lien direct, mais c'est vrai qu'il y a de la kinesthésie un peu plus que dans d'autres profils. J'enchaîne avec le profil violet. Le profil violet qui est l'autre côté du limbique. Autant le orange va être dans le lien aux autres, aux congénères, aux humains, aux personnes, alors que le violet, il va être dans un lien au cadre. Et lui, en fait, son filtre de perception, c'est ce système de valeurs qu'il a intérieurement et qui va faire que, quoi qu'il arrive, il va toujours juger. Et avec une opinion un peu arrêtée sur les choses, avec un avis tout fait sur je suis d'accord ou je suis pas d'accord, j'adhère ou je n'adhère pas. Et l'exemple le plus pertinent que je peux vous dire, c'est que finalement en formation, on retrouve assez peu de profils violets parce que ce sont des gens qui justement, comme ils ont l'impression de savoir que leur système, leur boussole intérieure est tellement forte et tellement le préambule à toute chose, qu'ils se mettent assez peu souvent en posture d'apprentissage, en tout cas sur les apprentissages de soft skills et de savoir-être. La base des échanges, pour eux, c'est leur système de valeurs. Et on le retrouve dans les mots qu'ils utilisent. C'est souvent des gens qui partagent leur point de vue, qui disent « à mon avis, je suis convaincu, je suis sûr que ». On retrouve même parfois dans la gestuelle, outre le visage attentif, la conviction qui va transparaître, on retrouve souvent ce petit front plissé et peut-être même parfois
le doigt qui va pointer pour expliquer des choses, parce que cette personne, elle sait peut-être mieux que les autres. C'est un peu le travers, mais pour autant, c'est pas non plus un automatisme. Il y a beaucoup de gens qui sont violets et qui n'ont pas du tout de côté moralisateur. Je voudrais surtout pas que vous pensiez, dans les anecdotes que je choisis, c'est parfois le biais qu'on a de présenter des couleurs où on a l'impression qu'elles sont moins bien que d'autres. Je tiens à le dire tout de suite, j'aurais dû le dire en introduction dès le début, toutes les couleurs sont belles. Toutes les couleurs ont leurs qualités et leurs défauts. Toutes leurs couleurs ont des atouts et des failles. Mais voilà, le violet, il a ce côté où il faut que son avis soit pris en compte. Il a besoin de se sentir missionné parce que il a besoin de sentir qu'il est légitime et que ce qui se passe autour de lui va venir renforcer ce sentiment que son système de valeurs est bien le bon. Voilà, donc effectivement, dans une formation, s'il y en a, c'est celui qui va tout le temps débattre, même si finalement on est plus ou moins d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, notamment, ou ce genre de choses, il va toujours alimenter la conversation pour finalement faire valoir toujours ce système de valeurs intérieures qu'il a en lui. Maintenant, si on fait à l'autre côté du spectre, face au violet qui va réagir par argumentation par rapport à des valeurs qu'il a en tête, le jaune, il va réagir juste spontanément, sans préméditation. Son filtre de perception du monde, lui, c'est que finalement, on dit quelque chose, paf, il va réagir. C'est spontané, c'est comme ça. Et donc, il va aimer être entouré de plein de gens différents, de plein de groupes variés. Il va aimer sauter du coq à l'âne, varier les plaisirs, parce que sa base d'échange, ce qui va lui le faire vibrer, c'est ce jeu, cette interactivité, c'est souvent l'humour, c'est aussi souvent le style. C'est des gens qui sont sensibles au design notamment, ou qui sont sensibles à leur propre look. Dans le verbal, on va le retrouver. C'est des gens qui sont très up and down, hein. Ça va être génial, super, et puis d'un coup, oh non, c'est pourri, c'est nul. Et ils peuvent faire ce type de réaction très opposée dans le même quart d'heure. C'est quelqu'un qui rentre dans la salle de formation et qui va, en moins de 5 minutes, être capable de dire « Oh, elle est pourrie cette machine à café, c'est d'une vieille génération, là. Pourquoi on n'a pas la super Nespresso? Oh là là, génial, la lumière par la fenêtre, c'est magnifique. » Et il sera capable de passer comme ça d'une humeur à une autre. C'est normal, c'est sa façon de fonctionner et sa motivation, c'est cette liberté, cette capacité à faire des choses nouvelles, différentes, variées, à s'amuser des choses, à être dans le ludique, le spontané, et de se différencier aussi. Et on le retrouve dans toute la gestuelle, quelqu'un souvent pétillant, rayonnant, qui peut sautiller, mais pas que. On a aussi, il faut toujours être vigilant à ça, la brique éducation qui a pu venir s'imposer très fortement par-dessus ça, et on peut avoir des jaunes qui ont été frustrés dans leur environnement, à qui on a appris à ne pas bouger une oreille, et qui intérieurement ont tout ça en eux, mais ne le laissent pas transparaître. On peut avoir des gens qui finalement dans leur gestuelle vont paraître très statiques, dans leur verbal vont paraître très modérés, mais en fait, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans leur tête, c'est le mental qui cavale. Et donc, c'est cette partie qu'on voit sous l'iceberg, sous la surface de l'eau, c'est que c'est quelqu'un qui cavale, et qui peut-être il ne le laisse pas, il ne le montre pas, mais intérieurement, il va toujours avoir une réaction. Et à la différence du violet qui réagit parce qu'il en pense quelque chose par rapport à ses valeurs, il réagit juste parce que sur le coup, ça lui vient comme ça. Et même parfois, ça va lui venir tellement spontanément que s'il se laisse parler, on lui dit « Ah, t'aurais pu te taire, tourne ta langue dans ta bouche. » Et oui, et c'est ce qui fait que en cas de conflit, il va facilement rejeter la faute sur les autres. On pourrait prendre ça pour de la mauvaise foi. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est complètement inconscient. C'est que quelque part, c'est juste quelqu'un qui cherche à s'amuser et qui veut que ce soit sympa et fun. Et donc, quand ça l'est pas, eh ben, il a besoin de montrer que c'est pas de sa faute. Ben, c'est pas moi, hein, si c'est chiant, c'est pas moi. Voilà. Et donc, les conditions qui se mettent sans s'en rendre forcément compte, c'est qu'il faudrait que les gens se rendent compte de l'effort que ça lui représente de se canaliser pour que tout se passe bien.
Et bien souvent, en fait, on laisse très peu dans notre monde et dans notre système scolaire encore plus dès le début. On tacle ces profils-là, on laisse peu la latitude à la créativité. On est à un système notamment scolaire qui convient beaucoup plus au bleu analytique, puisque voilà, c'est scolaire, on fait l'exercice, on a le cours, et puis après on a les exercices, puis après on a les notes avec les critères. C'est quelque chose qui correspond beaucoup plus au bleu. Les jaunes, ils sont tout de suite taclés, tout de suite dans une zone qui est très inconfortable pour eux. Donc, ils apprennent, l'apprentissage fait qu'on leur apprend à fonctionner autrement que leur registre naturel. Et donc, effectivement, quelque part, le comportement qu'ils montrent pour rester dans une posture positive, c'est qu'ils soufflent, ils râlent, et ça devient difficile. Voilà, je me rends compte que je dépasse un peu du temps, mais c'est vrai que dès que je rentre dans ces histoires, c'est tellement fin que je dis toujours plus que… Donc, je vais essayer d'accélérer. Le dernier type, enfin les deux derniers types, c'est le rouge, celui qui va se jeter dans l'action. On va les retrouver dans les professions des commerciaux notamment. Ils se posent pas de questions. Et puis, en fait, c'est ce côté… ça passe ou ça casse, c'est-à-dire, en fait, je me pose pas la question, j'y vais. Et puis, si ça marche pas, mais je corrigerai, c'est pas grave. Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de scrupule. À la différence du violet qui va avoir des valeurs derrière et avec cette analyse des risques qu'il y a derrière, en fait, le rouge, il y va, c'est tout. Et lui, c'est le seul des profils qui ne sera orienté ni personne ni tâche. En fait, il sera les deux parce que ça va toujours dépendre. Ça sera variable. Variable selon les situations, les personnes qu'il rencontre, les opportunités qui se présentent. Et en fait, lui, son prisme, là où c'est système de valeur pour le violet ou le sentiment, le ressenti avec les autres pour le orange, le rouge, lui, ça va être un genre de sens dans les tripes de ce qu'il y a à faire. C'est le faire pour lui. Et quand on dit que sa motivation, là, j'ai écrit besoin d'être important pour relever des défis et des challenges, c'est pas important vis-à-vis des autres. Et c'est là qu'il y a une différence avec la ProcessCom qui parle d'un rouge très bling-bling, très m'as-tu vu. En fait, ça n'a pas été avéré dans les faits. La réalité, c'est que c'est important pour lui-même. C'est qu'en fait, comme il est tout le temps en train de se jeter dans la situation et de se synchroniser avec ce qu'il a besoin de faire, ça passe pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, on fait autre chose. Je relève le défi. Et pendant ce temps-là, je suis vivant. Important dans le sens vivant, j'occupe l'espace, je suis là et je ne perds pas mon temps à ne rien faire. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui, dans son verbal, va avoir besoin qu'on lui montre les choses. Il va être très réactif et il va très bien fonctionner avec des impératifs. C'est quelqu'un où même si on lui dit de faire quelque chose où il n'est pas d'accord, ça c'est des super bons petits soldats dans des grands groupes, dans des entreprises. Et voilà, il se prête au jeu. Il se prête au jeu, il va être ferme, énergique, direct, mais en même temps, voilà, quand il va être sous stress, en conflit, il va pouvoir exploser, faire beaucoup de bruit. Mais il faut reconnaître que c'est assez rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, il trouve toujours des solutions. Et il se met toujours dans des situations de pouvoir rebondir avec des solutions. Mais ce n'est pas le rebond du jaune qui lui rebondit par réaction spontanée et par goût du jeu. C'est un rebond qui est juste, ça passait pas, donc j'ai ajusté. Voilà. Et donc, les expressions, elles vont être très variables. Dans une formation, je serais bien incapable de dire qui est rouge, pour être honnête. Et, et d'ailleurs, dans les tests, il remonte très, très peu, à 2-3% à peine. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça la couleur caméléon. Parce que ce reptilien, ce instinct de survie, il se planque dans toutes les autres couleurs. Donc, en général, ça fait partie de ces profils où il y a besoin absolument du coach pour accompagner, pour être capable de dire quelle est vraiment sa couleur, parce qu'en fait, on peut le prendre pour un bleu, on peut le prendre pour un orange, on peut le prendre pour un jaune, on peut le prendre pour toutes les couleurs, parce qu'il donnera la couleur qu'il faudra donner à voir au moment, à l'instant T dans lequel on est. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la couleur caméléon. Et c'est pour ça que ça fait d'excellents commerciaux. Ils seraient bien incapables de donner leur méthode sur pourquoi ils savent bien vendre. C'est juste qu'en fait, ils trouveront toujours, on leur ferme la porte au nez, ils rentreront par la fenêtre. C'est ça le principe du rouge. Et à l'opposé, on a le vert, c'est tout le contraire. Lui, il a besoin de temps, il a besoin de sa bulle à lui, son espace-temps, qui va lui permettre d'avoir son espace pour imaginer les choses, pour se projeter dans un cadre qui est bien souvent en dehors du cadre classique et traditionnel. Le vert, c'est celui du temps long, mais souvent aussi du coup de l'architecture de pensée. Il va être orienté comme le bleu et le violet vers des tâches, vers des choses à faire, mais à la différence des autres, il va vraiment préférer être seul au calme.
Quelqu'un qui va s'extraire facilement du groupe. Dans un groupe de formation, j'en ai encore eu un mardi soir. J'ai animé une fresque des nouveaux récits au Canot à Paris. Et il y avait un groupe de 16 et je l'ai tout de suite vu. La façon dont ils se sont comportés à l'entrée de la salle. Ils restaient très en retrait. Mais c'est pas en retrait à 1 mètre. Hein. C'est carrément à l'autre bout de la salle. Comme si un peu, sinon on lui prend son oxygène. Et pourtant, c'est pas qu'il aime pas les gens. Et voilà. Et donc, il a commencé à suivre, mais de loin. Quand il fallait prendre la parole, il ne se positionnait jamais. Et il a fini par prendre la parole au tout dernier moment, une fois que tous les autres avaient déjà présenté, pitché, donné leurs avis. Et il l'a fait uniquement quand je l'ai invité à le faire. C'est le vert a besoin d'être invité à l'action. Et c'est pour ça qu'il fonctionne très bien avec le rouge, qui lui va toujours tendre des perches pour agir. Donc, dans son verbal, c'est quelqu'un qui, de toute façon, va être très réservé, donc peu de mots à partager. Quand on les connaît bien, bien sûr, évidemment, c'est des gens qui ont énormément de choses à dire, mais tout se passe dans leur tête. On peut croire, à les regarder, qu'il n'y a rien qui transparaît. Et donc, les conditions qui se mettent pour que tout se passe bien avec les gens, c'est qu'ils ne montrent pas ses sentiments, c'est qu'ils ne montrent pas s'il y a des difficultés parce qu'il y a tout un monde dans sa tête et ce serait trop compliqué de partager tout ça. C'est souvent des intelligences en arborescence. On retrouve beaucoup de type vert dans nos grands génies, Einstein notamment, De Vinci, etc. Et le syndrome d'Asperger s'exprime aussi beaucoup chez les profils verts. Voilà, donc dans les qualités qu'on leur reconnaît, c'est ce côté distancié, tranquille. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui les motive, c'est qu'on leur laisse leur temps de process pour aborder les choses. C'est comme si c'était un ordinateur qui a tous les logiciels qui fonctionnent en toile de fond. Il n'y a pas besoin que les fenêtres soient ouvertes. Ça fonctionne toujours. Mais du coup, il y a un certain nombre de réflexions qui ne pourront aboutir et être partagées avec les autres que quand il y aura eu le temps de processer jusqu'au bout de l'application du logiciel. Voilà. Donc, c'est un temps qui est différent des autres. Et en cas de conflit, il ne se pose pas de questions, il s'isole. Et du coup, il est dans une forme d'immobilisme où il ne peut plus décider. Donc là, en termes d'apprentissage, c'est fondamental. Un jeune enfant qui est vert, on va lui dire dépêche-toi, fais des efforts, tout ça. On a l'impression qu'il apprend moins vite, moins bien. En fait, pas du tout. C'est que dans son apprentissage, il a besoin d'un temps d'incubation plus long. Mais si on le lui laisse, la richesse qu'il peut partager, elle est énorme parce que son intelligence va être capable de faire des connexions que bien d'autres ne pourront pas. C'est la couleur par excellence du néocortex. Voilà. Donc maintenant, j'arrive sur une autre slide qui est décorrélée des profils dont je viens de vous parler, mais qui brouille bien souvent les pistes et qui est là les fondements de la MBTI. C'est que finalement, quelle que soit notre couleur et quels que soient les degrés de couleur qu'on a dans notre profil, on peut avoir des axes de dynamique interne qui, là, sont variables dans le temps et sur lesquels on peut agir consciemment. Ce n'est pas une phase de vie qu'on subit, mais on peut choisir de travailler un axe plutôt qu'un autre. C'est des axes de rapport. Donc, sur l'axe structure réflexive, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire que si, par exemple, on a 3 mois pour faire une mission ou pour apprendre quelque chose, par exemple, faire un exposé ou un mémoire, le structuré va un peu déjà dans sa tête lister tout ce qu'il y a à faire pour le répartir dans le temps pour être sûr et rassuré sur le fait qu'il fera les choses en bonne cadence pour être capable d'aller au bout. Alors que le flexible, il va être capable d'attendre au dernier moment. Et c'est pas le symptôme de la procrastination qui est encore autre chose, mais il va être capable d'attendre le dernier moment parce que quelque part, il y a cette énergie capable de délivrer un truc de fou au dernier moment et d'être là aussi. Et jusqu'à l'âge de l'adolescence, la plupart des jeunes sont flexibles. C'est une préférence de la jeunesse. Mais après, en grandissant, on travaille plus la structure. Donc évidemment, quelqu'un qui est structuré mais qui serait jaune, vous imaginez bien, ça brouille les pistes, c'est difficile de comprendre. Et vice-versa, quelqu'un qui serait avec un système de valeurs très fort du violet, mais qui serait tout le temps flexible et toujours un peu border sur le timing. Voilà, et c'est là qu'on rentre dans toute la granularité des profils. Pareil avec extraverti, introverti. Évidemment, le bleu analytique va avoir tendance à être plus introverti dans les stats, on le voit. En revanche, l'introversion ou l'extraversion, c'est un sujet qui est lié à notre capacité de ressourcement, de recharger nos batteries. Donc, un extraverti, en fait, c'est quelqu'un qui, pour recharger ses batteries, aura besoin d'échanger avec les autres. Et une fois qu'il aura eu ce feedback, va se retourner vers lui-même pour faire sa réflexion.
À la différence de l'introverti qui aura besoin de processer intérieurement avant de se tourner vers les autres pour échanger. Et ça, c'est des choses où c'est vrai que c'est plus rare, mais il se peut qu'un grand empathique de profil orange soit introverti et soit réservé et ait besoin de faire sa propre réflexion avant de se tourner vers les autres. Ça existe. Et ensuite, le dernier axe qui est peut-être moins évident à comprendre d'emblée, qui est l'abstrait et le concret. Donc en MBTI, par exemple, on donne cette image où on la regarde et ensuite, par mémorisation, on donne des mots pour la qualifier. L'abstrait va donner que des choses qui racontent l'histoire qu'il a comprise, alors que le concret va donner les éléments factuels qu'il a vus dans l'image. Et là, c'est l'image qu'on se fait, la représentation du réel. On est plus ou moins abstrait, plus ou moins concret, mais on peut volontairement choisir de travailler un axe ou un autre. Donc quelqu'un, un rouge qui est tourné vers l'action, peut pour autant avoir surtout une façon de fonctionner abstraite et qui va être dans l'action, mais tout le temps dans la créativité, l'abstraction. Alors que le concret, il peut être vert. Il peut avoir besoin d'un vrai temps de process pour faire sa réflexion et laisser le libre cours à son imagination, mais pour autant aimer travailler et imaginer sur des sujets très concrets. Voilà, donc être capable de faire cette distinction entre ce qui relève de notre personnalité, véritablement objective et durable dans le temps, et voir que ces axes ils peuvent bouger. Voilà, faire cette distinction, c'est pas évident. C'est souvent pas évident pour nous-mêmes. Alors, le faire pour les autres, si on est en posture d'enseignant pour un apprenant, c'est complexe, mais on peut le faire parce qu'on peut observer. Et quand on observe, finalement, autour de nous, les personnes qui sont très conscientes peuvent mettre en place des stratégies qui fait qu'on ne les décryptera pas, et d'autant plus le rouge qui est caméléon, où on aura du mal d'emblée à reconnaître un rouge. En revanche, les autres couleurs, c'est vrai que on va voir quand on arrive dans un événement, dans un endroit, quand on a des échanges, on voit tout de suite un peu ceux qui vont être à l'aise naviguer d'un groupe à l'autre, hein, à la pause café dans une formation en présentiel. On voit bien celui qui va aller sur plusieurs jours justement et qui aura eu le temps de faire un peu le tour de tout le monde. Celui qui sera toujours en lien, mais peut-être qu'avec ce côté plus appartenance à un groupe en particulier. Le vert qui, bien souvent, va garder sa distance. Le bleu qui va agir, mais toujours voilà, avec une réserve et qui va chercher le qualitatif parce que l'exigence de pouvoir être rationnel, etc. Et puis ce violet qui fonctionne. Violet et bleu s'entendent souvent bien. Ils sont souvent sur des registres un peu communs en termes de communication, en tout cas. Voilà. Ensuite, pour revenir à notre histoire de comportement et de cette distinction entre le conscient et l'inconscient, vous vous souvenez que dans cette petite bulle sous l'eau qui était conditionnée avec les comportements, il y avait cette dissonance qu'on a l'impression qu'il y a toujours. Et bien, en fait, notre cerveau, il est fait de façon à ce qu'à chaque fois qu'on voit une dissonance, on se dit, tiens, ce que je vois à l'extérieur, c'est la preuve qui confirme l'insuffisance. Et c'est là qu'on retrouve justement 6 questions existentielles qui sont très différentes selon les profils. Le orange, cet grand empathique, il aura l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui tourne vinaigre, c'est la preuve qu'il n'a pas su répondre aux désirs des autres. Il n'a pas su faire assez plaisir. Il n'a pas su se mettre assez à la disposition des autres avant ses propres besoins à lui. Le bleu, il aura l'impression qu'il n'a jamais été assez perfectionniste dans le sens il n'avait pas assez d'infos, il n'avait pas assez creusé son sujet. Il n'avait pas assez d'éléments pour structurer sa pensée. Ça, c'est le bleu. Le violet, il aura l'impression que pour rester dans des bonnes postures, il faut qu'il y ait une vraie qualité, un niveau, une conformité par rapport à ses exigences. C'est vis-à-vis de lui-même, mais l'autre aussi. Si l'autre, il n'est pas au niveau, il va se tendre et ça va devenir compliqué. Et ce sera la preuve que, voilà, il n'y a pas la qualité attendue. Le rouge, c'est qu'il n'a pas trouvé les solutions, pas assez vite en tout cas. Parce que sinon, à chaque fois, il a toujours autre chose, une nouvelle chose à proposer. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est bien qu'il n'a pas trouvé la solution qu'il fallait. Le jaune, comme lui, il est assez vif et qu'il rebondit très facilement d'un sujet à un autre, et même c'est ce qu'il adore faire. Là, du coup, si ça ne va pas, c'est peut-être qu'il a l'impression qu'il n'a peut-être pas assez fait d'efforts ou pas assez ramé. Donc, il aura l'impression qu'il faut qu'il rame ou qu'il se fasse violence pour que tout se passe bien. Et puis, le vert, lui, la preuve qu'il va falloir qu'il apporte, c'est qu'il va falloir qu'il se reste en retrait, qu'il cache ses sentiments ou ses difficultés.
pour que ça se passe bien. Parce qu'évidemment, comme son temps de process, il est un peu plus long, et ben voilà, s'il commence à exprimer les insuffisances qu'il constate, voilà, ça ne sera que la preuve que lui était plus lent que les autres. Voilà un peu tout ce qui se passe dans la tête inconsciemment et qui a été mesuré. Donc, c'est vraiment pas juste au doigt mouillé qu'on suppose ça. C'est une réalité qui est observée. Voilà. Et donc, si on le met, ces mêmes questions et qu'on le met sur le schéma des postures de vie, on voit bien que si on veut rester dans cette posture positive où on a une bonne image de nous-mêmes, mais également une bonne image des autres, celle justement qui permet l'apprentissage parce qu'on est ouvert, on coopère, on écoute, on se respecte, eh bien c'est celle où justement chacune des couleurs va pouvoir respecter les conditions qu'il se pose inconsciemment pour que ça marche. Et là, on voit une première notion qui est que la plupart des gens se mettent en posture d'infériorité naturellement. Ils pensent que c'est à eux de faire un effort pour que tout se passe bien, ou qu'il y a un effort qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas fait pour que ça se passe bien. À la différence du violet, qui lui, dans son façon de fonctionner, comme il a des valeurs et qu'elle préempte à tout, il faut que lui soit à la hauteur de ça, mais il faudrait que l'autre en fasse aussi. Donc la différence des autres, c'est un profil qui met un peu la pression sur les autres. Voilà. Et souvent, les hauts potentiels, on les confond avec des violets parce que la pression qu'ils mettent, c'est parce qu'ils comprennent très vite, ils attendent que ça aille plus vite du fait d'une grande compréhension, en tout cas en termes de compréhension, hein, pas forcément de maturité. Mais voilà, ça, c'est une pression et il faut comprendre que voilà, il y a des choses comme ça qui relèvent de la personnalité et de notre driver inné sans qu'on en ait forcément conscience. Et j'arrive enfin, donc j'aurais pris un petit quart d'heure de plus, mais on écourtera sur la conclusion. Là, je vous propose pour les ateliers d'essayer par deux petites sessions, en se répartissant sur les tables, d'essayer de voir, alors évidemment ceux qui le savent déjà, ça triche un peu, mais peut-être de confirmer, quelles sont vos couleurs? Quelle serait votre couleur de perception du monde? Vous seriez arrivé au monde dans votre jeunesse avec quel type de filtre plutôt que les 5 autres? Lequel serait le vôtre? Et donc ça sera la première demi-heure. On va se répartir sur les tables. Je les ai personnalisées et donc là, je reprends le mode d'affichage en groupe où on se revoit tous. Je vous propose de voir autour de vous. J'ai fait des tables qui portent des couleurs. Vous pouvez vous répartir et on va travailler sur ces couleurs, essayer de comprendre quelle serait votre dominante, quelle serait votre secondaire. Et donc là, je vais enchaîner avec les consignes que je vous propose de respecter pour faire ce travail. Donc, la table 1 sera pour les bleus. Vous allez dézoomer de notre table, vous allez voir ça. La table 1, donc pour les bleus. La verte, j'ai essayé de garder le même schéma que de notre cercle. Donc, les verts pour la bleue. Les jaunes pour la 3. La 4 pour les violets, la 5 pour les oranges et la 7 pour les rouges. Et comme on est nombreux, si jamais vous voyez qu'il y a un peu trop de monde et puis surtout vous n'avez pas envie d'explorer une couleur plus qu'une autre à ce stade, vous pouvez vous répartir sur la table 6 ou la table 8. Voilà, et donc vous y allez et c'est vrai qu'on peut imaginer, vu le type d'événement qu'on fait, qu'on aura peut-être un peu moins de vert, un peu plus de jaune. Ce sera l'occasion de s'en rendre compte justement, ou pas. Et voilà, donc on va se répartir. Je vous laisserai une petite minute pour faire ça juste après. Je vous propose quand même, et là je réagrandis pour que vous compreniez. Donc la première demi-heure, on va la passer sur le fil de perception. Et la deuxième demi-heure sur le type de motivation. Entre les deux, je vous ferai une petite annonce pour vous inviter à changer de table, ou vous pourrez également rester dans votre table si vous le souhaitez. Sur la première partie de la demi-heure, pour la perception, je vais proposer que chacune des personnes autour de la table, d'où l'intérêt d'essayer de bien se répartir, présente en 2 minutes une anecdote. Donc, si on imagine que vous êtes 8 par table, enfin voilà, un peu à la louche, ça ferait 20 minutes. Chacun va présenter une anecdote. Alors, attention, dans une anecdote, c'est précis, hein, un contexte, des personnes, une problématique, et qui pourrait expliquer que vous pensez que votre couleur, c'est celle-ci. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de parler de vous, vous pouvez dire j'identifie la couleur de mon enfant ou de mon patron ou de qui est autour de vous et vous semble intéressant à essayer de décrypter. Donc, 20 premières minutes pour
chacun faire un tour de table et présenter vos anecdotes pour essayer de voir si ça répond au concept qu'on a vu, au profil qu'on a détaillé pour la perception. Ensuite, au bout de ces 20 minutes, vous gardez 10 minutes de feedback. Donc, chacun a plus ou moins 1 minute pour dire, par rapport à ce que tu nous as présenté, moi, je le percevais autrement, je le vois plutôt comme ci, comme ça. Alors, évidemment, c'est court, on a peu de temps, donc il faut essayer de faire efficace. Donc, au bout de la demi-heure, on change de table, on inverse, et là, on fait la même chose, mais sur la motivation. Donc, la perception monde, c'est j'arrive dans un endroit, je suis dans une situation, voilà comment ça se passe dans ma tête, comment je réagis, comment je me comporte. Et la motivation, c'est qu'est-ce qui me prend au trip, qui fait que je suis motivée à agir. C'est une notion qui n'est pas évidente de faire la distinction entre les deux. C'est aussi un exercice que je vous propose de faire, donc entre ces deux temps. Et puis, avant de se quitter, de se répartir dans les tables, je vous propose de respecter quelques petites règles qui sont d'écouter les autres, de dire de se taire quand ils parlent, de rester toujours bienveillant, de ne pas juger de ce que disent les gens. Évidemment, celui qui s'exprime va avoir une formulation aussi concise que possible. On reste dans l'anonymat, la confidentialité. Pour ceux qui ont affiché leur nom, eh bien, tous les autres, je compte sur eux pour que tout ce qui se dit ici reste ici. Et d'ailleurs, la partie dans les tables ne sera pas enregistrée. Donc, c'est vraiment des échanges entre vous. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez partager ou pas. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les choses intimes. Vous pouvez rester à la surface des choses si vous voulez. On n'a que 2 heures à passer ensemble, donc c'est pas. Encore une fois, on n'est pas là pour se psychanalyser les uns les autres. Voilà, l'anecdote, elle doit être concrète, avec des protagonistes, avec une vraie problématique. Idéalement, je vous propose, puisque si on cherche des anecdotes, on peut partir dans tous les sens, en lien avec l'apprentissage, avec des mécaniques d'apprentissage. Moi, je vous ai parlé d'anecdotes sur des personnes qui viennent en formation avec moi, mais j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, finalement, toutes les anecdotes de la vie, la relation de couple, l'éducation des enfants, la gestion de son évolution professionnelle. Enfin, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Là, je vous propose de le faire sur l'apprentissage. Et on cherche une relation directe avec les concepts que je vous ai présentés sur les différents profils. Donc, vous aurez les slides à votre table. Vous pouvez les faire défiler pour vous permettre de revenir sur les notions si je suis allée un peu vite. Je vous laisse vous organiser sur qui passe dans quel ordre, qui parle en premier. Voilà, essayez de mettre un petit timekeeper. Moi, je vous ferai une petite annonce pour vous rapatrier, pour vous faire dans une demi-heure changer de table, puis une demi-heure plus tard pour vous faire revenir à la plénière. Voilà, donc là, l'idée pour ce co-développement, c'est de chercher cet effet miroir que les autres peuvent apporter entre ce que nous, on perçoit et la perception des autres. Et puis, qu'encore une fois, le feedback, il faut qu'il soit participatif, certes, mais pratique et constructif et donc surtout concis. Voilà, voilà. Rapidement, si vous avez des questions, vous pouvez les glisser dans le chat. Pendant que je parlais, j'ai pas eu le temps. Je vais regarder le chat. Je vois que j'ai 17 messages. Je les étudie pendant que vous êtes en sous-groupe, mais je reste à votre disposition. Vous pouvez encore m'interpeller par le chat et je viens vous voir à vos tables. Comme il y a pas mal de tables, je vais vaquer entre toutes. Mais voilà, si c'est des soucis techniques, Hélène est également avec nous en backup s'il y a besoin. J'espère que vous avez quand même pu profiter de l'expérience. Là, je vais vous laisser un peu peut-être la parole à tous, les uns les autres. Vous n'êtes pas obligés de prendre la parole, vous n'êtes pas obligés de restituer. C'est ceux qui auraient envie de s'exprimer, peut-être en rapport avec ce que vous avez compris des concepts et ce que l'évocation d'anecdotes a pu vous apporter. Peut-être le feedback des autres, dans quelle mesure c'était en lien avec ce que vous avez perçu ou pas. Je vous laisse vous exprimer et puis on rebondira là-dessus pour conclure ensemble. N'hésitez pas, soyez pas timide. Alors, je vais du coup discuter un petit peu. Oui. Juste par rapport, donc, nous, on s'est retrouvés à 4 sur le groupe d'un type orange. Et ce qui m'a surprise, c'est qu'il s'avérait que nous 4 étions du coup dans le secondaire un type violet. C'est marrant. Voilà, parce que je dis, c'est quand même fou que
qu'on est vraiment du couvre. Et puis même, hein, finalement, notre anecdote et ce qui recoupait faisait sens à toutes. Hein. On était vraiment presque... on se racontait plusieurs histoires, mais on aurait pu se raconter toutes les histoires pour nous-mêmes, quoi. Voilà. D'accord. Alors, ce qui est intéressant déjà dans ce que vous dites, c'est que vous avez l'air à l'aise avec le concept de secondaire et dominante. Donc, ça veut dire que vous connaissiez déjà un petit peu tout ça et que vous avez réussi à manipuler les concepts sans trop de difficultés. Alors, je pense aussi que vous avez été très clair dans ce que vous avez présenté. Donc, c'est gentil, merci. Mais c'est vrai que de faire la distinction entre perception et motivation, c'est pas toujours évident. Et la façon dont j'ai essayé de vous l'expliquer, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai toujours peur de ne pas arriver à être clair là-dessus. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ce que vous dites. Et juste une question, est-ce qu'il est possible qu'on soit dominant et secondaire de la même couleur? C'est ça? Absolument, bien sûr, absolument. Et ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que vous n'en avez jamais changé. Et certaines personnes ne changeront jamais de couleur et leur secondaire restera toujours la même que la dominante. Et certains peuvent en changer plusieurs fois dans leur vie et revenir à une phase où ils retrouvent leur couleur dominante. Donc, ça peut avoir plein d'explications. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient finalement, alors qu'ils n'avaient à peine 40 ans, avaient déjà exploré 2-3 couleurs différentes et quasiment à chaque phase de vie qu'ils ont traversée, ils avaient une autre couleur. Et si par hasard, vous connaissiez déjà la ProcessCom, c'est une des différences fondamentales avec ce principe-là, c'est que la ProcessCom, il le figure en forme d'escalier. C'est-à-dire que la couleur que le ComColors met à l'extérieur du cercle, c'est celle des fondements, de la base des fondements, comme si c'était les fondements de la maison. Et puis derrière, en ProcessCom, c'est comme si on montait dans les étages, un peu comme si on nous disait que une fois qu'on a terminé un étage, le suivant, c'est forcément la couleur qui est au-dessus. Alors que la ComColors, elle part du principe que justement, il n'y a pas un sens de l'histoire. On n'est pas prédestiné à explorer telle couleur sous prétexte que dans les pourcentages, elle vient après. L'idée, c'est plutôt de se dire c'est circulaire et donc on peut retourner sur des couleurs qu'on a déjà explorées ou en explorer d'autres qui semblaient assez éloignées en termes de pourcentage. C'est vraiment le driver de la motivation qui va déterminer si elle devient secondaire. Parfait, mais merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à partager? Peut-être certains avaient partagé sur le chat quelques questions. J'ai essayé d'y répondre pendant les ateliers. Effectivement, j'ai pas prévu de partager le support parce que ce sont des supports de formation que j'utilise sur des temps plus longs. Voilà, mais je reste à disposition pour répondre aux questions. J'ai répondu vite fait sur la différence entre vocal et verbal. Parce que les verbes, c'est effectivement les mots qu'on va utiliser, mais dans le vocal, il y a toute l'intention qu'on entend derrière sur l'intonation, l'accentuation, le rythme qu'on met. Donc, c'est un peu la cadence, tout ce qui va avec ces mots. J'ai essayé de repréciser les demandes qu'on m'a fait entre le bleu et le violet. C'est vrai que c'est des notions qui sont pas évidentes. Mais dans le violet, il y a cette recherche de sens et d'adéquation, d'adhésion par rapport à un système qu'on n'a pas dans le bleu qui a un côté systématique dans son besoin d'organiser, décorrélé du besoin de sens. Donc, ça, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Voilà, et puis surtout, je vais peut-être enchaîner avec les autres questions du chat portées sur une équipe de travail. Est-ce qu'il faut choisir différents types? Du coup, ça va me permettre de boucler sur ma conclusion. Donc là, je vous rappelais juste dans la restitution là, de garder en tête ce mapping avec les environnements favorables et la communication parce que c'est difficile de retenir tout, mais pour ceux qui commencent tout juste à se familiariser, il y a cette dimension orientée personne ou orientée tâche qui permet quand même à l'œil nu d'observer quelques schémas qui permettent de s'y retrouver. Et puis voilà, on parle aussi des domaines de prédilection. Donc là, je vais agrandir le contenu. C'est qu'effectivement, le vert va avoir tendance à être plus à l'aise avec des réflexions sur les cadres stratégiques. Le bleu, plus à l'aise avec une structure opérationnelle. Le violet, plus à l'aise sur des dimensions d'évaluation des risques. Tandis que du côté des personnes des couleurs chaudes, on va avoir un jaune qui va être très à l'aise avec la coordination ou l'animation des relations ou l'interface avec des parties prenantes extérieures.
Le orange qui va être plus à l'aise avec la valorisation humaine. Il va faire le petit supplément d'âme au sein d'une équipe pour passer le relais plus facilement. Ce genre de choses. Lui, il va chercher la cohésion d'équipe. Et le rouge avec une activation commerciale, ce côté où on cherche des solutions et on trouve les arguments qui vont avec pour agir. Voilà, donc ça c'est un peu schématique, hein, mais ça donne les grandes orientations. Et ensuite, pour conclure sur ces domaines, je voudrais vous montrer ce schéma que je trouve intéressant. Est-ce que vous le voyez bien? Vous êtes sur le schéma de motivation? Je voulais vous parler de ce schéma de motivation qui est donc la couleur secondaire. C'est l'idée que pour qu'un apprentissage soit facilité, il faut qu'on essaye de passer d'une contrainte qui va être extrinsèque à une contrainte intrinsèque, c'est-à-dire une motivation qu'on va s'imposer nous-mêmes. C'est pas simplement il faut le faire, je dois le faire, mais je veux le faire parce qu'on a trouvé un sens à ça et que bien souvent cette autodétermination, elle va avoir lieu à partir du moment où on fait la chose de la façon qui nous convient le mieux. Et du coup, on va prendre du plaisir dans l'action et ce qui fait qu'on va obtenir le résultat avec plus de facilité, avec un apprentissage qui est fluidifié. Et ça, c'est tout le rôle de l'enseignant, d'essayer idéalement d'identifier le type de couleur, alors évidemment dominante, mais souvent sur la motivation. Qu'est-ce qui va motiver l'apprenant à apprendre en le faisant à sa façon? Donc, est-ce que sa façon, c'est plutôt en se mettant en retrait, en ayant du temps pour processer à son rythme? Est-ce que c'est plutôt en ayant la possibilité d'interagir avec le maximum de personnes pour que ça reste ludique? Pour le jaune, d'être toujours en lien, en empathie avec aussi des considérations personnelles, sensorielles qui dépassent les simples faits objectifs. Celui du rouge où il va y avoir du défi, du challenge, un peu une envie de se dépasser pour toujours aller plus loin, toujours agir. Le violet qui va être plus en lien avec le fait qu'on prend en compte ses avis, ses réserves, ses analyses, ses jugements, parce que bien souvent derrière, il y a une réflexion, un vrai système de valeurs très pertinent sur la légitimité, la conformité, donc voilà, ou sur le bleu, plus analytique, avec ce besoin juste d'avoir de l'info détaillée, précise. Voilà, donc c'est vrai que si on peut prendre ça en compte, ça suppose d'observer, d'avoir un peu de connaissance de à qui on a affaire. C'est pour ça que je vous proposais de changer de table selon les couleurs pour que, en fait, d'emblée, vous puissiez commencer à comprendre ces logiques-là en étant dans les couleurs de prédilection. Mais c'est un double exercice qui est pas évident à faire du tout. Voilà, donc ça, ce schéma de la motivation, il me semble intéressant à avoir en tête. Et ensuite, une petite slide pour conclure qui m'est très personnelle, mais moi je trouve que pour finalement apprendre, il faudrait qu'on arrive à s'affranchir un peu des injonctions de l'éducation, des injonctions de nos personnalités respectives qui font qu'on voit par un prisme plutôt qu'un autre. Et si on pouvait rester un peu dans ces d'autres types d'injonctions, ça reste toujours des injonctions, mais sur cette sagesse millénaire des Toltecs, pour l'idée justement de reboucler avec le festival où on cherche à prendre soin de soi et des autres, c'est une parole impeccable. Donc c'est être vigilant à ce qu'on dit et faire aussi ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, être transparent avec ça, avec les mots, avoir conscience du pouvoir de la sémantique, de garder en tête que rien n'est affaire personnelle et qu'il faudrait qu'on réfléchisse aux tenants et aux aboutissants sans toujours penser que c'est lié à nous. Et du coup, dans la lignée de ça, c'est évidemment éviter les suppositions parce que finalement, on prête toujours aux autres des intentions qui sont souvent le reflet de nos propres intentions, de nos propres dysfonctionnements. Si on peut éviter les suppositions, on gagne un tour. Or, c'est vraiment des réflexes qu'on a naturels. Et voilà, si on pouvait essayer de dépasser ça en conscience, ce serait formidable. Toujours faire de son mieux. Et puis rester sceptique, mais bien sûr à l'écoute des besoins, les siens propres évidemment, c'est fondamental, mais également ceux des autres. Et l'idée de la Com-Colors derrière tout ça, c'est de se dire qu'au lieu d'essayer de communiquer, d'échanger, de travailler avec les autres ou de leur faire apprendre des choses dans le registre qui nous sied le mieux à nous, c'est plutôt d'essayer de chercher quel est le registre des autres pour rentrer par leur porte à eux. Parce qu'une fois que ce premier pas est fait, on est dans la place et du coup, on a plus de latitude pour revenir sur son registre à soi. Mais on se fait jamais mieux comprendre que quand on rentre par les arguments qui parlent aux autres. Et donc, c'est évidemment s'autoriser à être soi, autoriser les autres à être eux-mêmes. Et pour pouvoir bien véhiculer les messages, c'est prendre le temps de cette connaissance de soi et des autres.
et du partage. Voilà, donc ça, c'est mon petit mot de la fin, et je reviens sur une petite citation que j'aime bien de Cornelius Agrippa, qui dit que l'âme humaine a cette capacité de transformer les choses et les êtres. On peut agir à distance et tout peut nous obéir dès lors qu'on possède l'énergie nécessaire. Or, cette énergie, elle est très corrélée avec notre première motivation, qui est liée à notre phase de vie, mais aussi à notre motivation permanente, qui est liée à notre couleur donc primaire. Voilà, et que si on observe autour de nous et qu'on prend le temps d'essayer de s'adapter à ce qui se passe autour de nous, on arrive tous à mieux apprendre et mieux communiquer et mieux faire société ensemble. Voilà. Voilà. Et puis peut-être juste pendant que je laisse à Hélène le soin de faire une petite photo, je vais juste lancer un tout petit sondage sur la fin, peut-être pour vous demander ce que vous avez pensé de cette session. J'attends que tu fasses ton sondage avant de faire la photo. Ouais. Je ne vois pas de bouton, Hélène, après pour l'exporter. Est-ce que… Ah, alors tu t'as fait valider… Ah, attends, c'est moi qui fais… Je peux juste l'arrêter sans exporter, ce qui n'est pas grave. Là, tu peux l'arrêter et… Ah, et j'exporte ensuite, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Et je retourne en mode plénière, parce que je vois qu'il y a… en mode, pardon, bulle. Voilà. Comme ça. Alors, est-ce que les personnes qui sont là… Tu veux mettre une photo de ton… Peut-être, oui, tout à fait. Alors, attendez. Hop. Je vais remettre… Vous rapprocher de la table, rapprocher vos bulles de la table, comme ça je ferai une photo en plus gros plan. Alors, je vais peut-être recommencer comme si je reprenais le déroulé au tout début. Vas-y, comme tu veux. Et puis, hop. Alors, il y a juste comme Sophie depuis tout à l'heure, je ne la vois pas, hein, je l'exclus de la photo. Voilà. On met nos caméras. Super, ouais, vous pouvez mettre vos caméras comme vous voulez, où il y a la photo. Ceux qui n'ont pas envie, évidemment, laissez votre… Oui, bien sûr. Pas d'obligation. Hein. C'est parti. Hop là, ne quittez pas. C'est tout bon pour moi. Et donc, voilà, c'est bon, j'ai la photo. Très bien, je vous remercie. Et puis, je vous ai partagé, alors je ne sais pas, je vais peut-être la remettre dans le chat si vous voulez. Je reste à votre disposition si vous souhaitez qu'on échange. Je crois que vous aviez, dans l'email que je vous ai adressé hier soir, mes coordonnées également. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions spécifiques.